Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour Maxime, bonjour à tous. C'est Maxime Baron cette semaine qui anime avec moi Parlons Crypto. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Aujourd'hui, nous allons discuter avec un pilier de l'écosystème crypto puisque nous recevons le président de Binance France. Bonjour David Pincet. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et donc cette semaine, on a une émission franchement passionnante. Merci beaucoup David d'être avec nous. Je pense qu'on pourra prévoir que l'émission est un petit peu trop courte au niveau du nombre de sujets qu'on pourrait aborder avec Binance. Donc ce sera, je pense, absolument passionnant. Aujourd'hui, Maxime, nous recevons donc David Pincet, président de Binance France, à qui nous avons des dizaines de questions à poser. Et première question, David, usuelle ici, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton parcours ? Alors moi, mon parcours, il est relativement classique. J'ai découvert la crypto il y a à peu près 5 ans, en 2017, avec les communautés, avec des influenceurs comme Owen, qu'on connaît très bien. J'ai ensuite commencé à créer des communautés pour éduquer les personnes autour de ça. J'ai vu que les compétences qu'on avait développées pouvaient être données à d'autres personnes. C'est ce qu'on a fait avec le Club français des crypto-monnaies et qu'on a transmis. Et puis après, lors de mon parcours un peu initiatique sur la blockchain, j'ai appris que Binance avait un programme de volontaires qui était les Binance Angels, que j'ai rejoint. Et j'ai aidé ponctuellement Binance volontairement pendant un an et demi. Voilà, de façon très simple. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans les équipes de Binance. Donc c'était une opportunité qui était très intéressante. Je l'ai prise. Et voilà, on se retrouve ici quelques années plus tard. Ok, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu ce qu'est Binance, ce que vous faites en quelques mots, les différentes industries dans lesquelles vous travaillez, est-ce que tu pourrais nous décrire tout ça ? Oui, alors on a commencé en tant que juste une plateforme d'échange où les gens pouvaient rentrer, acheter des crypto-monnaies, les revendre, faire des virements bancaires, et on est devenu leader en 165 jours. Et une fois qu'on devient leader dans son marché, on a la responsabilité après d'ouvrir la voie sur toute la technologie, tout l'écosystème blockchain. Donc on a développé beaucoup de produits, la Binance Card, le staking, learning directement sur notre plateforme centralisée. On a aussi notre crypto-monnaie, BNB, on a aussi Trust Wallet qui est un portefeuille. Voilà, on développe toute une plateforme et tout un écosystème crypto et on donne les outils et aux particuliers et aux entreprises de développer des systèmes et de développer sur la blockchain et le Web3. Absolument incroyable la vitesse de développement de cette entreprise d'ailleurs. Alors, tu le disais, Binance, c'est beaucoup plus qu'un exchange, c'est-à-dire un site sur lequel on peut acheter et vendre des cryptos. Et on va constater au cours de cette émission que c'est un véritable pilier, comme on disait en introduction, de cet écosystème, parce que Binance, c'est aussi le lab, l'académie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout cet écosystème et surtout sur toutes ces solutions en fait qui vont interconnecter les unes avec les autres ? Oui, je pense qu'on est dans un secteur d'activité, la blockchain et le Web3, qui est encore très très jeune, donc il faut le construire. Et donc des acteurs qui sont principaux, Binance mais d'autres, doivent avoir cette responsabilité de couvrir les gaps, de là où il y a un trou, de proposer une solution, etc. Et donc le secteur étant très très jeune, il y a encore beaucoup de trous, il y a encore beaucoup de possibilités, il y a encore beaucoup d'applications à la blockchain qui ne sont pas du tout investiguées. C'est le rôle des écosystèmes comme Binance Lab d'aller investiguer un peu tous ces use cases, de promouvoir des entreprises, de les pousser, de les porter et de les amener à maturité et même d'investir aussi chez eux. Alors, promouvoir des entreprises, ça veut dire le cas échéant les financer ? Ça peut arriver dans ces cas-là. On a fait beaucoup d'acquisitions ou même de M&A sur Binance Lab et au cours de ça. Ça veut dire que si demain j'ai un projet de blockchain, je peux prendre contact avec Binance au travers du Binance Lab, soumettre un projet et espérer de Binance qui finance, on reparlera de tout ça peut-être dans la deuxième partie de l'émission, mais qu'il finance tout partie de mon projet de développement. Alors c'est très français de penser tout de suite à l'argent et au financement et de voir ça comme l'une des seules chose que Binance peut apporter à une entreprise. En fait, je pense que l'argent, c'est la dernière chose qui est importante dans la blockchain. C'est-à-dire que déjà, nous, on vous juge pas sur l'argent que vous avez. On vous juge sur votre capacité à développer votre communauté, sur plein de paramètres. Et justement, c'est ces paramètres aussi qu'on va faire bouger. C'est-à-dire que Binance, c'est un écosystème de plus de 100 millions d'utilisateurs.
c'est quand même une très belle introduction quand un projet est backé par Binance ou a été vu par Binance Lab, a le support de Binance Lab. Ça apporte peut-être une levée de fonds, mais qui va pas forcément être des millions de milliards. Mais surtout, l'introduction à la communauté est extrêmement importante. En fait, ça va considérablement accélérer ma capacité et ma vitesse de développement. Exactement. Exactement comme Binance l'a fait d'ailleurs. Hein. Ouais. 165 jours pour devenir leader d'un marché, c'est quand même absolument... Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit déjà vu. Et c'est quoi la Binance Academy ? Alors, la Binance Academy, c'est notre portail d'éducation. Si vous voulez, la blockchain, c'est encore une fois un domaine très très jeune et qui doit évoluer. Donc, où est la source de vérité ? Comment les gens apprennent des choses et quelles sources peuvent-ils utiliser? Donc Binance Academy a cette mission-là de regrouper beaucoup d'articles sur beaucoup de sujets différents dans la blockchain, beaucoup de questions que les gens se posent et de les amener à monter en compétences. Et là-dessus, on est en train de continuer à évoluer puisque, si vous voulez, l'éducation, l'enseignement, toutes ces valeurs-là, les diplômes, on va peut-être aller dans cette direction très prochainement. Oui, c'est ce qu'on disait avant l'émission, c'est que passer de 0 à 8% de la population qui utilise ou qui connaît et qui s'intéresse à cet univers des cryptos, finalement, c'est un peu les early adopters et c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué, mais c'est le passage à une utilisation de masse qui est le vrai challenge de la blockchain aujourd'hui. Et en ça, Binance a un énorme rôle à jouer d'éducation sur plusieurs volets d'ailleurs. Hein. Il faut rester humble, hein. C'est-à-dire que, ok, on est premier d'un petit secteur, est-ce qu'on sera premier d'un gros secteur? C'est une vraie question à se poser. Et comme vous l'avez dit, on a 8% de la population mondiale qui a des crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire 10 fois plus de travail que ce qu'on a fait à l'heure actuelle. Ce qui est assez impressionnant. Déjà, on ne peut pas le faire seul. Donc créer un écosystème, c'est vital. Deuxièmement, et comme vous l'avez dit, avoir les premiers 8% ne vous donne pas les conditions pour avoir les prochains 30%. Pour réussir à avoir tout le monde qui passe vers la blockchain ou pour réussir à avoir des profils qui ne sont pas des early adopters qui rentrent dans la blockchain, ces gens-là ont besoin de plus de garanties. Ces gens-là ont besoin d'un écosystème un peu plus sain, un peu plus sécurisé, avec un peu plus de contrepartie. Et tu évoquais 3 axes de formation qui sont la blockchain et les cryptos, mais évidemment aussi des notions financières et puis des notions de sécurité. Il y aura peut-être aussi d'ailleurs des notions juridiques sur lesquelles il faut accentuer la courbe de connaissances ou donner des connaissances aux utilisateurs. Oui, sur cette technologie, on doit avoir des connaissances économiques, financières, informatiques et de sécurité informatique. C'est assez rare de combiner toutes ces connaissances dans une même école ou dans un même parcours d'enseignement. Donc on se rend compte qu'on va devoir un peu évoluer dans ce niveau-là et apprendre à des gens des compétences qu'ils n'avaient pas forcément combinées avant. Et donc en soi, l'académie est une branche de ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les différentes activités que vous faites? Je sais qu'il y a Binance Charity aussi. Vous avez pas mal de choses qui sont pas forcément liées tout de suite au premier business qui était le vôtre de pouvoir échanger et acheter des crypto-monnaies. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de chiffres qui nous montrent entre guillemets à quel point Binance est est complètement incontournable aujourd'hui quand on veut s'intéresser à l'écosystème des cryptos? Je pense que déjà, la plupart des gens qui sont dans les cryptos à un moment viennent chez Binance pour plusieurs raisons. Et la première, c'est parce que la machine marche bien et parce qu'on a le meilleur exchange au monde. Et après, ils restent chez Binance parce que justement, on permet à ce qu'ils comprennent mieux la blockchain, qu'ils se renseignent mieux, qu'ils s'enseignent, et en même temps parce que on a toute une possibilité de produits connexes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour acheter des bitcoins et des cryptos. On est là pour reprendre un peu le contrôle sur sa finance et la façon dont elle évolue. Ça demande cependant un socle de connaissances, ça demande aussi une approche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir dans n'importe quoi et penser qu'on a raison. Et c'est en ça que l'éducation c'est important. C'est-à-dire que moi ce que je veux, c'est une armée d'utilisateurs qui savent ce qu'ils font. Et comme ça, s'ils savent ce qu'ils font, ils savent prendre leurs risques et ils savent aussi récolter leurs gains. C'est aussi important de savoir acheter que de savoir vendre. Et en plus de ça, si vous voulez, les produits connexes de Binance sont utilisables dans la vie de tous les jours. La Binance Card qui vous permet de payer directement vos cryptos en euros, c'est tous les jours que je l'utilise. De la même façon, les launchpads qui arrivent régulièrement, le programme Earn qui est l'équivalent un peu
d'une capacité à poser ses cryptos et à avoir un taux d'intérêt dessus, ça permet aux gens de comprendre pourquoi les conserver, pourquoi les vendre à partir de ce moment-là, et ça permet de gérer dynamiquement ces cryptos au jour le jour. Ouais, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, à chaque fonctionnalité que vous avez, vous mettez en place les connaissances derrière qui permettent aux gens de comprendre ce qu'ils utilisent. Et c'est à mon sens une des valeurs les plus fortes de Binance aujourd'hui, c'est effectivement permettre à tous les utilisateurs de comprendre vraiment ce qu'ils font. Et parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal, malheureusement, de personnes encore qui investissent et qui sont dans les cryptos, mais qui ne comprennent pas forcément les sous-jacents technologiques de ce qui se passe derrière. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, je trouve. C'est combien de personnes l'écosystème des développeurs de Binance aujourd'hui ? Je saurais difficilement vous le dire, parce qu'en fait, on a les développeurs de Binance.com, on a les développeurs de Binance Academy, on a beaucoup d'écosystèmes. Donc, j'ai pas de chiffres là-dessus, en fait. Et en termes de nombre d'utilisateurs, vous communiquez sur les chiffres ? Ouais, global, à peu près 100 millions d'utilisateurs à l'heure actuelle. Ouais, c'est assez considérable quand même. Alors, on s'aperçoit que Binance est présent partout dans le monde, mais on se rend compte que pour la France, c'est un marché extrêmement important. C'est quoi le lien entre Binance et la France et plus généralement entre Binance et l'écosystème crypto en France ? Alors, je vais répondre par une réponse qui n'est pas votre réponse. Je m'en excuse tout de suite. Déjà, on va commencer par c'est quoi le lien entre la France et les cryptos, et la blockchain, et la technologie en général. Déjà, la France a toujours été assez avant-gardiste. Ça a toujours eu un profil d'avant-gardiste, les Français. On a inventé l'automobile, on a bien participé à l'aviation. Sur le secteur des télécoms, on était très bon. On a des ingénieurs de qualité. Et on a une réglementation qui a le mérite d'avoir été posée de façon très tôt et de façon très claire. Donc ça permet à des acteurs qui sont dans une nouvelle technologie de s'implanter avec des règles claires, là où dans certaines zones c'est un peu plus compliqué, ou sinon dans certains pays on ne comprend pas très bien la technologie, on applique mal. Ici en France, on a une régulation qui nous permet de faire des activités et qui nous permet de développer un écosystème. C'est particulièrement important. Avec en même temps ce terreau français de bons profils en finance, en mathématiques, en développement, en ingénierie. Si vous voulez, moi je vois quoi ? Je vois les recettes d'une formule magique. Passionnant, absolument passionnant. Alors, on arrive au terme de la première partie de Parlons Crypto sur Sud Radio et nous allons aborder les bénéfices d'avoir obtenu le statut de PSAN en France. Alors David, c'est quoi le PSAN ? Alors le PSAN, c'est le statut de prestataire de services et d'actifs numériques. Il y a 2 niveaux, il y a l'enregistrement et il y a la licence. Pour l'instant, aucune entreprise n'a eu la licence. Nous, on est enregistré comme une trentaine d'autres acteurs. Ça nous permet de faire 3-4 choses. La première, ça nous permet de vendre des cryptos aux utilisateurs, de remettre les cryptos en fiat à des utilisateurs et de faire des transactions entre cryptos et de garder des cryptos pour les utilisateurs. C'est un statut qui est délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est une autorité indépendante et française, et qui nous permet de communiquer et de pouvoir faire de la publicité sur nos activités pour les résidents français. Alors, vous êtes donc enregistré en tant que PSAN, c'est comme ça qu'on dit donc. C'était important pour Binance de s'implanter en France. Et derrière le PSAN, on a eu l'annonce du projet Objectif Lune avec Station F. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme et plus précisément des projets de Binance en France ? Oui, alors déjà le PSAN, effectivement, c'était très important pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un cachet de confiance. C'est-à-dire que les autorités des marchés financiers nous ont audités, ont regardé tous nos process, ont bien vérifié qu'on respectait les normes AML et LCBFT, l'anti-blanchiment et le contre-terrorisme. Voilà, je vous fais la traduction. Et ont bien montré que on avait des process pour protéger les utilisateurs autant que faire se peut. Maintenant, la question du PSAN et d'Objectif Lune. Objectif Lune, c'est un fonds de 100 millions d'euros qui est alloué pour la France et pour l'utilisation et pour le développement de la France et de l'écosystème français et de Binance France. Et l'une des premières actions d'Objectif Lune, c'est d'ouvrir un incubateur à Station F. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et il y a combien de projets qui sont incubés aujourd'hui, qui ont vocation à l'être ? Alors là, on va présenter une quinzaine de projets à Vivatech dans une semaine et demie, des projets qui viennent de la saison 4 de la saison 4 du Binance Lab qui avait été fait grâce à Objectif Lune aussi. Ces entreprises sont à Station F, là en ce moment, et elles sont coachées, et on travaille avec eux.
Elles sont pas toutes françaises, hein. On a eu plein d'entreprises aussi étrangères qui sont venues et qui viennent en France. Et ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est absolument passionnant. C'est-à-dire que si on pouvait faire avec le Web 3 à l'inverse de ce qu'on a fait avec le Web 2 et drainer des cerveaux chez nous plutôt que de les laisser partir dans la Silicon Valley, ce serait quand même un pari économique gagné absolument extraordinaire. Donc ça, c'est grâce à Binance et à Station F en partie. C'est grâce à tout le monde. C'est grâce à une équipe chez Binance, c'est grâce à une conviction d'entreprise, c'est grâce à une autorité qui a fait un travail remarquable, parce que je dois le souligner. L'AMF a vraiment travaillé sur ce dossier pour faire un travail rigoureux, soigneux. Ça a duré plus d'1 an et demi, cet enregistrement. Donc toutes les pierres ont été levées. Oui, absolument passionnant. Et donc, vous avez fait ce choix stratégique de vous implémenter en France. Tu parlais un petit peu tout à l'heure de terrain fertile. Pourquoi, à part peut-être cette raison-là, est-ce qu'il y a d'autres raisons d'avoir choisi la France plutôt qu'un autre pays en Europe? Parce que vous avez une présence dans les pays asiatiques qui est absolument indéniable. Mais pourquoi spécifiquement la France, en plus de ce vivier de talent, j'ai envie de dire, et de cette infrastructure qui est déjà en place, plus qu'un autre pays en Europe? Est-ce qu'il y a d'autres raisons par rapport à ça? C'est déjà pas mal. Je veux dire, France, pays du G7, G7 qui vous enregistre et donc montre que effectivement vous respectez les procédures régulières, c'est extrêmement important et significatif. Ensuite, bon vivier de talent pour pouvoir grandir. Deuxième point qui rassure. Troisième point qui est vraiment important, c'est aussi l'utilisation des cryptos en France. Vu qu'on a des bons ingénieurs, on a aussi des personnes qui l'utilisent vraiment, vraiment très bien. Ok, et donc est-ce que tu saurais nous donner un petit peu plus d'informations sur les prochains enjeux de Binance, pas forcément en France, même si c'est ce qui nous intéresse le plus, mais de manière générale? On va tout bourrer sur l'éducation. Ok. On va tout mettre sur l'éducation parce que c'est extrêmement important, parce que moi je suis convaincu que dans 2 ans, la blockchain est un métier. Donc c'est extrêmement important que les gens se forment pour pratiquer ce métier. Il y a des gens qui vont trouver un métier dans la blockchain, il y a des gens qui vont réussir à avoir une carrière dans la blockchain. Vous avez 2 ans pour vous former. C'est le message de Binance aujourd'hui. C'est vraiment de dire ce marché va exploser au sens favorable et bénéfique du terme. Il va créer des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Et donc, vous avez 2 ans pour vous former à tous les métiers de la blockchain. Alors, c'est quoi les différents métiers de la blockchain? Il n'y a pas que développeur informatique. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle compétence requiert cet écosystème? Je pense que la première compétence, et celle qui est partagée par tout le monde, même les bons développeurs ou les mauvais directeurs comme moi, la bonne compétence déjà, c'est la communauté. C'est avoir une très bonne connaissance de la communauté dans laquelle on interagit, y être un acteur. Ça, je trouve ça absolument extraordinaire, mais à chaque fois, je rebondis là-dessus. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème dans lequel on parle plus de clients et on parle de communauté. Ça veut tout dire quand même, parce qu'il y a une convergence d'intérêts entre une communauté qu'on n'a pas forcément avec des clients. C'est-à-dire que le changement de verbatim est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que là, avec une communauté, il y a forcément un alignement des planètes. Ouais, et c'est un projet blockchain, et même c'est une communauté qui rencontre un bon projet, une bonne équipe. Donc en fait, c'est cette alchimie qu'il faut savoir mettre en jeu et savoir mettre en place. Donc il y a tout un marketing qui s'organise avec des community managers et qui vont devoir agréger ces communautés autour d'un projet. Exactement. Alors, du développement informatique, du marketing, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nécessité de savoir-faire dans cet univers? On a été enregistré par l'AMF. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail sur la régulation et la compliance. Donc, beaucoup de travail qui juridique, mais aussi compliance, c'est pas juridique, c'est de la vérification. Il faut vérifier que les flux d'argent sont sains, il faut vérifier à chaque moment que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'acteurs malveillants sur la plateforme. Tout ça, c'est un travail quotidien et acharné. Donc, toutes ces filières-là qu'on pourrait retrouver aussi en banque, on les retrouve aussi dans les services de Binance. Et alors, tu évoquais tout à l'heure une quinzaine de projets qui allaient être présentés à Vivatech. À Vivatech, ouais, voilà. Merci. Merci. Sur quoi ils portent ces projets? C'est-à-dire que c'est quoi les projets de développement de blockchain aujourd'hui? C'est quoi les enjeux qui arrivent demain là? Ça change assez souvent, donc les enjeux de demain ne sont pas forcément les enjeux d'après-demain, les enjeux d'hier ne sont pas forcément les enjeux d'aujourd'hui. Là, je crois que le focus est pas mal sur l'infrastructure blockchain, des services qui apportent des infrastructures clés en main. Alors, ce qu'on appelle les infrastructures blockchain, c'est la capacité qu'on a à développer des blockchains, c'est-à-dire à créer des nouvelles blockchains, c'est ça? Pas forcément, à développer des services on top.
C'est-à-dire qu'il y a la technologie et est-ce qu'on peut développer des services facilement on top sans avoir forcément mis les mains dans un smart contract, tout regarder, etc. C'est la capacité d'entreprise à proposer des solutions, pas forcément clés en main, mais pas loin, pour passer de je suis un acteur normal, traditionnel, à j'ai un volet Web3 dans mes activités. Alors, je vais essayer de traduire. Moi, je suis chef d'entreprise et je voudrais implémenter une partie de mon business sur la blockchain. Je ne suis pas développeur informatique et dans mon entreprise, il n'y a pas de développeur informatique. Donc, il doit exister une boîte à outils qui va me permettre, en fait, d'interagir avec la blockchain, avec des espèces de couches de fonctionnement beaucoup plus simples et qui vont me permettre, finalement, d'aller me brancher sur la blockchain. Par analogie, c'est un peu la même chose que dans le web 2.0. Aujourd'hui, j'ai des espèces de WordPress ou de boîtes un peu de toolkit, de boîtes à outils qui vont me permettre, sans rien connaître au développement informatique, de pouvoir développer mon propre site web. Donc en fait, tous ces outils sont en train d'être transposés dans le web 3.0. Ah bah, l'innovation, c'est une histoire qui se répète, hein. Et ça l'a toujours été. Mais c'est à chaque fois avec une couche supplémentaire. Et donc, en fait, on transpose sur le Web 2 les mêmes outils pour le Web 3. Et c'est ça, on en est finalement, en termes de développement, on en est à peu près à ce stade-là de développement et d'outils. Oui, et très, très, très intéressant. Enfin, c'est très intéressant de voir à quel point la blockchain évolue d'année en année. Si vous voulez, au dernier cycle, quand on était vers 2018-2019, payer une baguette de pain en crypto, c'était le use case dont on me parlait, mais tous les jours, en me disant le Bitcoin n'existe pas tant que je peux pas me payer une baguette de pain avec mon Bitcoin. On a quand même acheté des pizzas avec des Bitcoins. Voilà, alors on a acheté une pizza, voilà. Quand même. Et maintenant, on peut acheter, et je le fais, moi j'achète pas du pain tous les jours, mais quand j'en achète, c'est avec ma Binance Card. Donc c'est devenu une réalité en même pas l'espace de 2-3 ans. Et donc, en fait, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la technologie, ça va très vite. En fait, passer de c'est pas possible à c'est possible, c'est juste une question de mois ou d'années, hein, des fois. Oui, et puis ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que les coûts pour implémenter un projet diminuent extrêmement rapidement. C'est-à-dire que là où avant, il y a 2 ou 3 ans, implémenter un projet de blockchain, ça se comptait en millions d'euros. Aujourd'hui, ça se compte en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. Et demain, ce sera probablement encore moins cher que ça. Parce que finalement, il y a une habitude qui se crée. Les premiers projets sont extrêmement coûteux. Et ensuite, on vient prendre des habitudes. Et il y a des briques de solutions qui existent. Et donc, tout ça s'implémente avec de plus en plus de facilité. Maxime, une dernière question avant qu'on mette un terme à cette émission ? Ouais, il y avait une petite question que je voulais te poser. Moi, c'était surtout par rapport parce que on parlait effectivement d'infrastructure, on parle de tout ça, mais on n'a pas mentionné la BNB Chain, anciennement nommée Binance Smart Chain, si je me trompe pas. Aujourd'hui, quel est son rôle véritablement pour Binance ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous raccrochez des projets dessus ? Comment est-ce que ça s'implémente dans tout votre écosystème aujourd'hui ? Non, enfin, on a 2 équipes qui sont séparées. Hein. Ce qui s'occupe de la version centralisée, Binance.com s'occupe de Binance.com et BNB Chain commence à travailler un peu de sa façon. Les bénéfices et l'avantage de BNB Chain, c'est de créer un écosystème blockchain qui soit facile d'utilisation pour les utilisateurs, donc un peu clé en main, mais qui a aussi des services qui représentent toute la richesse de la blockchain, tout en proposant des frais assez réduits. Hein. On avait eu pourquoi la BNB Chain a bien marché, c'est parce qu'au départ, Ethereum était à $150 de frais par transaction. C'était pas possible pour des utilisateurs normaux. Ouais, et donc là aussi, on arrive à la conclusion que finalement, dans l'écosystème, il faut arriver à une formule où on arrive à diminuer les coûts. Et plus les blockchains vont se développer et plus les coûts vont diminuer. On arrive au terme de nos échanges. Merci beaucoup, David Princet. C'était super intéressant. On va suivre ces évolutions avec beaucoup d'attention. Merci, Maxime, de m'avoir accompagné de ton éclairage cette semaine sur ces sujets absolument passionnants. On se retrouve peut-être encore tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud Radio. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez évidemment pas de vous abonner. À la semaine prochaine. Merci Stéphane. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.